Bonjour à tous, je suis Roland Massenet, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale pour parler aujourd'hui de exporter l'excellence française avec Jean-Charles Croin-Bon. Bonjour Jean-Charles. Bonjour, et bonjour de Tokyo, parce que je suis en ce moment à Tokyo là, depuis une quinzaine de jours, en quarantaine. Donc je vous remercie de venir me rejoindre dans ma quarantaine tokyoïte. Et merci beaucoup d'être avec nous depuis Tokyo. Vous êtes formidable. La semaine dernière, vous étiez plus de 200-250 inscrits. Nous avons vu comment mobiliser des équipes en 15 jours pour préparer leur rentrée. On a regardé comment est-ce qu'on pouvait activer les trois leviers d'engagement, les leviers comportementaux, les leviers affectifs et les leviers cognitifs. Je vous invite à revoir cette masterclass qui est disponible sur notre chaîne YouTube et en podcast sur Spotify. Aujourd'hui, nous avons un nouveau défi. Alors, juste avant de rentrer dans la discussion avec notre grand témoin du jour, les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisés par Incentive. Incentive répond à un besoin des managers de moderniser, d'avoir accès à des outils plus modernes pour engager leurs équipes. Aujourd'hui, les collaborateurs s'engagent eux-mêmes dans l'apprentissage d'une nouvelle langue ou dans la préparation d'un marathon grâce à des applications qui vont chercher des leviers de motivation intrinsèques très forts grâce aux dernières recherches en sciences cognitives. Et malheureusement, dans les entreprises, on en est encore assez loin et les managers ont à leur disposition des outils de communication, réseau social et email qui sont tous les deux saturés, et puis des tableaux de chiffres pour animer la performance. Et donc, Incentive est là pour aider les managers à rentrer dans leur rôle de coach du changement, dans coach de la transformation. Et ce sont vos managers qui vont vous permettre d'accélérer la croissance, d'accélérer le changement. Depuis l'onboarding, l'onboarding est la formation des nouveaux, l'animation de la performance sous tous ses angles, la performance client, la performance qualité, la performance financière, la performance managériale. Et puis s'assurer aussi que à travers le coaching, les managers arrivent à faire grandir leurs équipes pour une croissance et un changement qui ne s'essouffle pas et qui soit pérenne dans la durée. La croissance et du changement durable. Aujourd'hui, Incentive simplifie la vie des managers dans plus de 20 pays et disponible en 9 langues. La page de publicité étant terminée, on va peut-être apprendre à mieux te connaître, Jean-Charles. Est-ce que Pablo, tu peux nous faire en quelques mots le portrait de la riche expérience de Jean-Charles? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Charles. Donc Jean-Charles, diplômé de HEC Paris d'un MBA de l'ENSEAD, après 15 années d'expérience managériale qui nous ont conduit des ventes internationales chez Alcatel au conseil d'administration de Reliance, en passant par la communication corporate et la coordination de business units en qualité d'assistant du personnel du président de Devanlay, Lacoste, Yves Saint Laurent et Newman. Vous avez été en charge pendant 17 ans du réseau des agences de Sopexa au Japon et en Asie. Par la suite, vous avez rejoint Penlec Group en mars 2021 pour l'animation du réseau de distribution et de la politique commerciale. Actuellement, vous êtes vice-présidente de la commission Asie, Pacifique des conseillers du commerce extérieur et de la France. Vous êtes également professeur affilié à l'ESCP Business School et enseignez le marketing international à l'ESCP et à la Kedge. Vous accompagnez des sociétés et collectivités françaises et en Asie depuis 2016. Enfin, vous êtes administrateur de Tinor Orthopix, leader du marché indien et des orthèses depuis 2017, et êtes associé chez ICDE, Institut culinaire des disciples Escoffier. Alors après une expérience comme celle-là, aussi riche à la fois sur les sujets abordés que géographiquement, on est très heureux et très fiers de t'avoir avec nous, Jean-Charles, pour parler de l'excellence française. Pour parler de l'excellence française qui est au cœur des programmes d'investissement du gouvernement pour réactiver l'économie après cette période un peu bizarre qu'on a vécue cette dernière année. Pour toi, l'excellence française, qu'est-ce que c'est, Jean-Charles? Ah, alors, l'excellence française, avant d'en parler comme ça direct, il faut d'abord déterminer ce que c'est l'excellence pour un pays. Et en fait, l'excellence pour un pays, c'est un petit peu, quand on parle d'un pays,
et quand on regarde les contours en termes de marketing, quand on s'occupe d'un pays comme d'une marque, finalement, eh bien, on doit regarder la partie interne et comme la partie externe. La partie externe, ben, ce sont les perceptions qu'on peut en avoir. Et puis, la partie interne, c'est la réalité des ressorts et des leviers euh, dont on peut jouer pour quand on représente une marque à l'étranger, mais quelque part faire en sorte de tirer sur les bons leviers et utiliser les bonnes choses. C'est-à-dire quand on est au Vietnam et quand on est aujourd'hui le directeur marketing d'une entreprise italienne au Vietnam, eh bien, on ne va pas avoir le même type de positionnement, le même type de mode de fonctionnement, le même type de challenge que si on est directeur commercial d'une entreprise allemande ou d'une entreprise américaine. Donc, et ça va se jouer donc au niveau de la perception, ce qu'on appelle souvent l'effet du pays d'origine, country of origin en marketing. Et puis, en termes de réalité, dire qu'en fait, sur quel levier on va jouer en vrai qu'est-ce qu'on peut demander aux équipes dans le pays de la maison mère ou qu'est-ce qu'on ne peut pas leur demander. C'est quoi les bonnes idées, c'est quoi les mauvaises idées. Et donc, quelque part, il y a l'interne et l'externe sur lesquels il faut jouer, comme souvent, quand on fait un SWOT, on fait l'interne et l'interne. Et là, c'est pareil. C'est pareil. Il faut avoir une compréhension de la perception de notre environnement par rapport à nous. Et deuxièmement, une bonne compréhension, une compréhension fine des leviers qui vont être les nôtres quand on veut essayer d'arriver à tirer parti de cette situation qui est sur le marché ou d'arriver à redresser une situation qui est un peu plus complexe, qui ne pourrait apparaître. Alors Arnaud Montebourg avait, je crois, fait un gros travail à l'époque où il était au gouvernement sur l'excellence française. Qu'est-ce qui était ressorti de ce rapport? Alors, le travail qui avait été fait par Arnaud Montebourg dans un groupe de travail auquel d'ailleurs j'ai participé sur certaines choses, en fait, il était très intéressant parce qu'en fait, il jouait sur la partie interne. Il jouait sur la partie interne et il a déterminé quels étaient les vrais leviers sur lesquels on pouvait s'appuyer pour arriver à faire quelque chose à l'étranger qui soit efficace. Et en fait, il a défini 3 leviers majeurs qui étaient un petit peu cet ADN de l'excellence française, qui était en premier le savoir-faire. C'est très intéressant parce que le mot savoir-faire est un mot un petit peu intraduisible comme il y a, hein, ou comme terroir. Ce sont des mots qui sont réutilisés comme cela dans les autres langues. Pas du tout know-how. Know-how et savoir-faire, c'est pas pareil. Hein, tout comme the taste of a place est tout à fait différent de terroir. Ensuite, il y a l'imagination. Et en fait, l'imagination, c'est pas uniquement la créativité, c'est autre chose. L'imagination à la française, c'est le fait d'essayer de réinventer les expériences, de réinventer la vie autour de nos produits. C'est-à-dire qu'en fait, on ne crée pas un produit, on ne crée pas un service, on essaie de réinventer la vie des gens autour de ce qu'on fait. Et en fait, c'est fondé tout cela sur toute une histoire, mais en fait sur laquelle on est totalement crédible, puisque si on reprend l'histoire de France des innovations depuis les expositions universelles, on se rend compte que finalement c'est une liste incroyable. Et en fait, on a oublié souvent à quel point la France avait inventé de choses. Parfois, c'est vraiment ça, c'est le concours de l'épine des inventions, du frigidaire, le thermomètre, l'avion, enfin, énormément de choses qui ont été inventées par des Français en France et qui ont totalement changé la vie. Et donc, le troisième point, et ça, c'est un point qui est à mon avis important parce que il est moins connu, il est moins vu. Quand on parle du savoir-faire à la française, on a des mots qui nous viennent en tête, on a des marques qui nous viennent en tête. Quand on parle de l'innovation à la française également, mais le troisième, c'est la surprise. C'est-à-dire que le troisième axe de cette excellence française, c'est le fait finalement d'essayer de ne pas être dans la norme, c'est d'essayer de considérer que l'imagination doit être au pouvoir finalement, le fait de se dire que quelque part c'est nous qui devrions piloter, c'est nous qui devrions gérer parce qu'on est tellement plus, on est tellement meilleur et quelque part on est le contraire finalement les Français de la modestie
dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui, très souvent dans le business. Il faut être modeste, il faut être humble, il faut faire passer les choses doucement, etc. Il ne faut pas être l'arrogant French pig. Néanmoins, la vraie réalité de ce qu'on est, c'est qu'on n'est pas totalement modeste, on est plutôt fiers de nous et on est plutôt des gens qui aimons déstabiliser, changer, critiquer. Et quelque part, avoir un Français dans un conseil d'administration, moi c'est un petit peu ce qui m'arrive en Inde au conseil d'administration de Tainor, c'est s'offrir quelque part quelqu'un bah, qui va challenger de manière tout à fait naturelle ce qui vient, parce que tout ce qui lui vient va le critiquer. Dire, oh, on propose ça, au lieu de dire ah bravo, c'est super, il dit ouais, mais quand même, là, je comprends pas bien, comment vous faites ça et ça, et ah bon, et quelque part, c'est un esprit qui est un esprit un petit peu de retournement, et quelque part un esprit de paradoxe, qui est un esprit très français. Donc, c'était les trois éléments, donc surprise, imagination, savoir-faire, qui ont été au cœur du travail qui a été réalisé et qui, en fait, a amené Arnaud Montebourg, à ce moment-là, à réorienter la communication de la France à l'international vers ce qui est devenu la French Tech. En fait, auparavant, et moi, j'ai vécu ça pendant très très longtemps en Asie, en tant que représentant de l'image de la France en Asie, puisque je gérais l'essentiel des budgets en Asie autour de l'image de la France de 98 à 2015. On avait pour objectif de lutter contre une perception qui était que la France, c'était la France de la tradition. C'était la France de on va au restaurant français une fois par an ou bien uniquement pour les occasions exceptionnelles. Alors qu'à côté, dans le mapping de perception, nos amis italiens, quelque part, se régalaient, puisque eux, ils avaient à la fois la qualité et l'accessibilité. Et donc, pendant 18 ans, pratiquement, j'ai passé mon temps à créer des actions toutes meilleures les unes que les autres pour essayer de valoriser la France, l'excellence française en tant que luxe relativement accessible. Quel échec! Mais quel échec! Quand on analysait le diagnostic fait en 98, au moment où Jacques Chirac lance l'année de la France au Japon, et où il investit massivement pour faire un salon de l'agriculture, transporter le SIA, le salon de l'agriculture de la porte de Versailles, à Tokyo, pendant 4 jours, pendant la Golden Week. C'est un énorme succès. On a 250 000 personnes payantes qui viennent. On a fait venir les vaches, les poules, les cochons. On a fait venir des tonnes de sel de Guérande. Bon. Et à partir de ce moment-là, où on avait fait une analyse, justement, de cette France inaccessible et qu'on a essayé de la rendre plus accessible, où on a focalisé la totalité du travail de l'ensemble des équipes sur la totalité de l'Asie, quand on a refait 18 ans après la même étude, on n'avait pas bougé d'un iota la perception de nos clients, des consommateurs par rapport à la France. Mais rien. En fait, il faut comprendre un truc. Et là, on est sur la partie perception, pas sur la partie interne. Je bascule sur la partie perception. Bouger une perception sur un pays, surtout quand le pays est très connu, et surtout quand le pays a des dimensions extrêmement claires dans la tête des consommateurs, pratiquement des images d'Épinal. Bouger cela, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Il faudrait 1 milliard d'euros pour rendre la France accessible. Un, parce que c'est pas vrai, parce qu'on n'est pas accessible. Il n'y a qu'à aller dans le métro à Paris et demander son chemin. On se rendra compte à quel point on est conviviaux. Et en plus, les ressorts de l'excellence française ne sont pas des ressorts d'accessibilité. C'est des ressorts de pensée critique. Et donc, quand on a essayé de devenir ce luxe accessible, eh bien, quelque part, avec des budgets qui étaient les nôtres, c'est-à-dire à peu près 20 millions par an, c'était pas possible. Même en mettant d'accord tout le monde, même en faisant un mapping stratégique avec les vins de Bordeaux, avec le fromage français, avec le tourisme, rien, nada. Même en faisant travailler tous les partenaires. J'ai eu la chance de pouvoir créer une manifestation superbe qu'on appelle l'apéritif à la française, et dont la meilleure expression mondiale a été au Japon. Et en fait, pour cela, on a eu à peu près 50 associations gastronomiques qui nous ont aidés bénévolement. On a eu tous les grands hôtels, tous les grands chefs étoilés qui sont venus gratuitement offrir des finger food dans la rue à Roppongi Hills aux Japonais.
On a vendu ça pour 20 euros. Et les gens étaient là. Tout le monde était ravi. On a mis les gens les plus inaccessibles dans la rue. Ça a été un succès fantastique. On avait des retombées qui étaient valorisées pour des dizaines de millions. Résultat, NIB, rien. Ça n'a pas bougé d'un iota. On était trop marqués. Quand tu fais les analyses aujourd'hui de Made in, il y a des boîtes comme Statista, etc., qui font tous les ans ou tous les 2 ans une analyse globale de la valeur du ranking des Made in. Alors, tu l'as globalement et puis tu l'as par type de catégorie de métier, de pays ou par dimension. Et on se rend compte très, très clairement que les dimensions sur lesquelles on est reconnu, c'est les dimensions du luxe, hein, les dimensions du style, les dimensions de la gastronomie, etc. Et qu'en fait, la manière dont cela impacte notre travail, même si on fait des efforts sur ces dimensions-là pour devenir accessible, eh bien, ça rend totalement inaudible un travail qui est un travail autour de la modestie, de l'accessibilité. C'est juste pas possible. Donc, la grande intelligence du travail qui a été fait par Montebourg, c'est d'essayer de soulever le capot, de comprendre ce qui faisait qu'on était réellement beau, et de donner ces clés à tous ceux qui aujourd'hui sont en charge de vendre les produits français excellents, les produits numéro 1 mondial. J'ai la chance aujourd'hui de travailler pour Pellenc, qui est le numéro 1 mondial des machines à vendanger, et qui a inventé les outils à batterie électroportatifs électroniques. Ben, si on veut vendre ça à l'étranger, il ne faut pas vendre en étant modeste. Ça ne va pas le faire. Il faut vendre au travers d'autres choses. Il faut vendre l'histoire. Il faut vendre la légitimité du savoir-faire. Il faut vendre la saga de la personne qui a inventé. Il faut vendre ces choses-là. Si on essaye de ne pas être ce que nous sommes, de ne pas être fier de ce que nous sommes, eh bien, quelque part, nous ne sommes plus français. C'est quelque chose que j'ai appris au Japon, qu'en fait, la seule valeur d'un étranger au Japon, comme moi un Français, c'est de ne pas se japoniser. C'est d'être lui-même. C'est de correspondre à ce à quoi on attend qu'il soit en termes de qualité. Parce que c'est ça qu'on apporte. Quelqu'un comme Carlos Ghosn au Japon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué son rôle d'étranger qui tranchait le nœud gordien, qui prenait le risque. Et c'est pour ça qu'au départ, ça a très bien marché. Et alors, quel est l'impact? Donc, on comprend qu'il y a d'un côté la perception hein, des entreprises, enfin des étrangers vis-à-vis des produits français. On a cette analyse que Arnaud de Montebourg a commanditée, auquel tu as contribué, qui a permis de dégager ces 3 axes hein, de savoir-faire, d'imagination à la française et de surprise, hein, de créateurs de surprises. Concrètement, quel impact ces recommandations ou ces conclusions ont sur la politique commerciale et la politique marketing, donc en partant de la conception des produits et des services, quel impact ces conclusions ont eu sur les PME françaises qui veulent accélérer à l'export? Alors, je crois qu'il y a d'une part un travail qui a été fait qui était plus efficace. C'est-à-dire que le fait de travailler et de communiquer sur la créativité à la française, sur la French Tech, etc., de manière quasiment exclusive, si on observe ce qui s'est passé depuis 5-6 ans, on voit qu'on a eu un recentrage total de la communication là-dessus. Donc, ça, c'est une grosse aide parce que tous les French Tech hubs qui sont créés un peu partout, toutes les d'activités qui se font, par exemple, avec des gens comme Orange en Asie, à créer des structures qui sont absolument remarquables, dans lesquelles quasiment tous les 3 mois, il y a des concours de pitch, de start-up, etc. Donc, on essaye de valoriser cette France qui crée de 1001 façons, et on le fait à l'étranger. Et chaque fois, et ça a été, c'est intéressant parce qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie à l'époque, et c'est quelque chose qu'il a conservé depuis le début de son mandat. Chaque fois que le PR se déplace, il se déplace avec spécifiquement chaque fois ce genre de choses-là, avec une équipe de start-up et de scale-up, et il y a systématiquement des opérations qui sont faites pour les aider à se mettre en avant. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Par exemple, les conseillers du commerce extérieur,
chaque fois qu'on organise un forum maintenant régional, bien, chaque fois on organise un concours pour les startups. Chaque fois on invite des sociétés plus petites pour venir à la rencontre des CCE pour cela. Et chaque fois on essaye de valoriser ces points-là. Alors ça c'est un point important. Deuxième point important, et je pense que ça c'est quelque chose que les gens ne font pas forcément assez, c'est de remonter au passé. Remonter au passé. En fait, et on peut remonter au passé sans être ringard. On peut remonter au passé en disant que Versailles, ça a été le premier cluster technologique mondial. Quand Louis XIV, avec Colbert, crée le château de Versailles, son problème de base, c'est qu'il y a des artisans, il n'y a pas d'entreprise. Et quand il faut qu'ils construisent la galerie des glaces, il n'y a personne qui est capable d'arriver à faire ça. Donc il est obligé de créer Saint-Gobain. Et tout est à l'avenant. Le château de Versailles a été à l'origine de la mise en œuvre d'un réseau qui a été le premier réseau, le premier cluster d'industries de pointe qui sont devenues aujourd'hui les icônes de l'industrie du luxe pour certaines et des icônes de l'industrie tout court pour les autres. En fait, on a eu, grâce à ce qu'on on parle souvent de la politique industrielle de Colbert, Colbert étant le premier précurseur de la politique industrielle. En fait, globalement, ce qui a été fait, c'est d'arriver à faire en sorte que ces racines de l'excellence française, elles partent de quelque chose dont on peut être fier, qui est le château de Versailles. Aujourd'hui, quand on parle des entreprises de patrimoine vivant aujourd'hui, qui vont de Louis Vuitton à des petites boîtes qui font 500 000 balles de chiffre d'affaires, eh bien, ces entreprises de patrimoine vivant, elles sont issues de cette histoire-là. Donc, cette histoire, il ne faut pas la raconter en disant nos ancêtres les Gaulois. Il faut la raconter justement avec une perspective industrielle, une dynamique, de cette manière-là. Ça, c'est un point. Le deuxième point qui est utile, et c'est en ça que je parlais de paradoxe, c'est que ce n'est pas parce que on est à la tête de leaderships historiques, et là on pourrait parler, parlons de mon entreprise, Pelenc, et parlons de mon entreprise antérieure, Sopexa, qui était en charge de la promotion des AOC françaises à l'étranger. Les AOC françaises à l'étranger, c'est quelque part, c'est l'histoire des grands vins. C'est l'histoire des grands vins. Et quand on parle, par exemple, des vins de Champagne ou des vins de Bourgogne, souvent, pour la plupart de ces vins, on dit, eh bien, on a un décret, c'est les usages locaux, loyaux et constants, ça remonte à Mathusalem, etc. Et puis, ça n'a pas bougé. En fait, c'est une énorme ânerie. C'est pas vrai. Il n'y a rien de plus faux que l'idée de dire que nous avons des vins qui sont des vins de tradition. Tout cela, toute la force des vins français aujourd'hui vient d'un précurseur, de quelqu'un de génial qui s'appelle Napoléon III. Napoléon III, lors de l'exposition universelle de 81, qui fait établir le premier classement des vins de manière qualitative, d'ailleurs qui était fait par les courtiers jurés, et c'est seul Bordeaux a pu le faire parce que c'était le seul à avoir des courtiers qui étaient capables de faire du market making. Et donc, il a créé ce classement. Et ce classement, finalement, ça a créé les vins de Bordeaux. Parce que Bordeaux, c'était quoi? C'était du rosé. Bordeaux, dans les années 50-60, c'était quoi? C'était du blanc. Et aujourd'hui, on nous parle de la tradition du machin. Mais la tradition, elle vient de quoi? Elle vient de Napoléon III. Elle vient du classement des grands crus classés du Médoc et de Sauternes et des Graves, hein, qui a été repris dans les années 70 par des gens très intelligents, comme Jean-Michel Cazes, le propriétaire de Lingebage, qui a relancé avec son beau-père la commanderie du Bon Temps, du Médoc et des Graves comme un outil de communication, mais c'est purement un outil de communication. Tout cela, on a réussi à recréer, reformater autour de quelque chose qui était totalement... on a repensé des choses qui n'existaient plus. Comme dire la Jurade de Saint-Émilion, on a, après 300 ans de sa dissolution, on a redémarré Saint-Émilion. Donc,
et parce que ça correspondait à ce que s'attendaient les clients. Bon. Alors maintenant, aujourd'hui, on nous dit les usages locaux loyaux et constants, les appellations contrôlées. D'ailleurs, elles ont été créées en 1924, c'est pas vieux. Hein. Donc, ces appellations contrôlées interdisent, par exemple, de vendanger à la machine. Il faut faire le truc à la main, c'est la qualité, etc. Et nous, qui avons inventé les machines à vendanger, pratiquement avec le tri optique pendant le truc. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire chez Poulenc aux États-Unis, hein, on est en train de prendre un vignoble américain de vin de garage super top qui se vend à 1 000 € la bouteille, comme Buen Nacido, et en fait, eux, ils font toute la vendange avec nos machines à vendanger et ils veulent sortir un vin, une cuvée qu'ils vont appeler Poulenc qualitatif. Donc, prenons le paradoxe, acceptons le paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité aujourd'hui dans les vins, c'est en partie au travers d'une mécanisation intelligente et d'un travail d'intelligence artificielle qui va permettre d'arriver à faire les traitements qu'il faut, où il faut, quand il faut, et qui permet d'arriver à protéger le raisin, à trier par couleur les baies et faire en sorte qu'elles ne soient pas abîmées pour arriver à sortir un produit hyper qualitatif, beaucoup plus qualitatif quelque part que beaucoup de vendanges manuelles qui sont faites un petit peu à l'arrache, qui restent à traîner assez longtemps entre le cep et le pressoir, etc., et qui s'enorgueillissent d'une appellation contrôlée. Et alors Jean-Charles, ce que je comprends à travers ce que tu nous dis, c'est que on a d'un côté, on doit s'ancrer dans la tradition, être fier de cette tradition, c'est ce que les pays, les étrangers attendent de nous. Mais d'un autre côté, cette tradition parfois nous enferme avec l'impossibilité pour les grands vins de Bordeaux, par exemple, de mettre morceaux des copeaux de chêne pour faire la vinification, alors qu'en Afrique du Sud, aux États-Unis, on le fait couramment. Comment surtout l'irrigation, par exemple. L'irrigation, la mécanisation, aujourd'hui, sont des vecteurs de qualité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les Français qui développent ça. Et donc, comment est-ce que on peut sortir de ce paradoxe pour s'appuyer sur ces traditions, mais sans qu'elles nous enferment, pour continuer à vendre la French Tech qui finalement irrigue bien au-delà de simplement les sociétés de pure technologie, mais aussi finalement toutes les sociétés qui innovent chacun dans leur secteur. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce paradoxe? Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord, tout ce qui est aujourd'hui intelligence artificielle, big data, en fait, c'est tout ce qui permet d'arriver à créer les composantes de services, d'analyse, d'amélioration continue à l'intérieur des métiers anciens. Donc, il faut s'appuyer sur l'histoire, il faut réécrire, revisiter l'histoire de nos métiers, de nos traditions, de manière à intégrer cette nouvelle modernité à l'intérieur de cette histoire. En fait, quelque part, c'est facile pour autant qu'on en comprenne la réalité. Les gens qui restent recroquevillés sur une histoire qui n'est plus pertinente, qui n'est plus actuelle pour les clients, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils disparaissent. Hein, on a toujours dit que toute organisation qui évolue moins vite que son environnement meurt. Et ce n'est pas parce qu'on est ancré dans la tradition qu'il ne faut pas revisiter cette tradition pour la projeter dans l'avenir. Et c'est fascinant parce que justement les Français sont ceux qui sont les meilleurs là-dedans. Puisque ce qu'on aime, c'est réinventer le monde à notre image, à l'image de nos produits, reconceptualiser. La conceptualisation, c'est un génie français. Donc pour moi, quand on dit oui, il y a une dichotomie, il y a une contradiction entre les vins du Nouveau Monde et les vins de l'Ancien Monde. Mais c'est à mourir de rire. Si on reprend par exemple l'exemple du Beaujolais nouveau. Qu'est-ce que c'est le Beaujolais nouveau? C'est le vin le plus ancien. Puisqu'avant, tous les vins étaient du vin nouveau. Sinon, c'était du vinaigre dans lequel on mettait de l'hydromel parce que c'était devenu imbuvable. Et aujourd'hui, soi-disant parce que pendant une période donnée, le vin de Beaujolais nouveau a été marketé alors que le vin n'était pas marketé, on dit ouais, mais c'est pas du vin. Enfin, mais c'est les autres qui sont pas du vin. Le Beaujolais nouveau, ce sont les vrais vins. Comme le vin rosé. Aujourd'hui, le vin rosé marche. Il y a pratiquement, je vais dire, plus que le vin rosé qui marche. Et ils ont des croissances à 2 chiffres. Ils ont pris 25% de marché alors qu'ils étaient à 5% il y a une vingtaine d'années. Le rosé, regardons les choses en face. Quand les Romains sont arrivés
qui ont amené la vigne en France, c'était quoi le vin? C'était du rosé. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas on savait pas le faire fermenter, on ne savait pas faire la macération qui donnait la couleur. Pourquoi est-ce que Bordeaux, on l'appelait Claret? Parce que c'était un vin rosé. Donc, aujourd'hui, on est revenu sur le rosé à cause de la technologie. Et c'est ça qui est génial, c'est le levier technologique. C'est le levier technologique. Alors, dans les conseils, quand on a préparé cet entretien, tu nous as dit les conseils pour vendre l'excellence française à l'étranger. Il y a remonter à l'histoire, à la légitimité. Il y a retrouver ce sens de l'innovation qui est au cœur de notre histoire, finalement, avec, par exemple, le cluster technologique qui s'est développé autour du château de Versailles. Tu parles aussi beaucoup de storytelling. Comment est-ce qu'on peut utiliser le storytelling pour mieux exporter l'excellence française? Alors là, on n'a pas besoin d'être vieux pour faire du storytelling. Alors, c'est marrant, on peut le faire, on peut aller chercher quelque chose d'ancien pour faire du nouveau. J'ai des amis aujourd'hui qui, à l'occasion des Jeux Olympiques de Pékin, ont pensé lancer une marque qui est une marque de vêtements d'hiver, de sportswear hiver, neige-montagne, pour émuler Moncler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont racheté les droits d'une vieille marque française qui s'appelle Nivose, et qui était la marque des sportifs, des skieurs français lors des Jeux Olympiques de Chamonix, les premiers. Et qu'est-ce qu'ils en font de cette marque qui n'existait plus? Il n'y avait plus rien depuis 50 ans. Ils ont récupéré tout ce passé et en fait, ils ont relancé la marque en Chine pour justement faire en sorte d'avoir tout un réseau commercial, toute une gamme, toutes des collections de sportswear chic pour se caler avec la montée en puissance du marché du sport d'hiver en Chine avec les futurs Jeux Olympiques de Pékin en 24. C'est extraordinaire. C'est du storytelling pur. Et quand on lit le pitch deck qu'ils font pour lever de l'argent aujourd'hui, quelque part, c'est fascinant parce que le business model, la force du business model, c'est le développement du marché chinois. C'est là-dessus qu'ils vont atteindre leurs objectifs et leurs chiffres. Et derrière, à côté de ça, ils vont ouvrir une boutique à Chamonix pour recréer le lien avec le passé. Et ils font des partenariats avec Marcel Livet, qui a été le premier à faire le Kilimanjaro avec des vieux skis, par exemple. C'est ça le storytelling, en partie. Et ça, on peut le faire en allant chercher quelque chose qui est du passé, qui n'existait plus, et de le relancer, mais on peut le faire également de bien d'autres manières. Imaginons aujourd'hui, si on prend la manière qu'ont les emerging market multinationals de se développer. Comment est-ce qu'ils font les gens qui sont en train de se développer en Turquie ou en Inde et qui veulent devenir des leaders mondiaux? Eh bien, au bout d'un moment, après avoir fait du good enough et après avoir vendu en priorité sur les marchés qui étaient proches des leurs dans un continuum géoéconomique, c'est-à-dire par exemple pour les Indiens aller vendre en Afrique, quand ils veulent venir sur les marchés de la triade, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils achètent une petite société en Italie et ils se repackagent et se rebrandent. Une boîte chinoise, même dans la tech comme Mindray, elle a réussi à se développer comment à un moment donné? Parce qu'elle a repris Datascope aux États-Unis. Et quelque part, elle s'est appropriée une histoire, elle l'a refusionnée avec la sienne et elle a raconté une histoire nouvelle de nouveau leader mondial. Donc, tout cela, ce qui est intéressant, c'est que le storytelling, on doit s'appuyer sur une réalité, on doit s'appuyer sur des choses anciennes, de préférence, si on peut, et sinon, on s'appuie sur une réalité économique. Moi, j'adore le slip français. Si on regarde le slip français, il joue sur tous les codes de la francité ou de la francitude. Avec la carte de France, avec tous les endroits où il y a les petites usines où leurs produits sont fabriqués, avec le modèle qui est présenté avec les slips qui s'appelle Francis, qui est devant la Tour Eiffel, avec les noms de tous leurs produits qui sont des noms français classiques, typiques, etc., etc. Donc, c'est du storytelling.
En fait, il y a mille, et on n'est pas obligé, à la limite, d'être parfaitement exact. On peut enjamber un certain nombre de choses. On peut enjamber un certain nombre de choses pour arriver à recréer du rêve. Parce que qu'est-ce que veut le client, même en B2B? Il veut retrouver, en B2B, ce n'est pas du rêve, c'est de la rassurance, c'est de la confiance. La confiance, elle vient, on est là depuis 300 ans, depuis 300 ans déjà, on faisait le machin, et on le fait aujourd'hui. Alors, même si on n'a jamais des choses, etc., c'est fort, c'est du storytelling. Après, bien sûr, ce qu'il faut faire, ce qui est très important, c'est du mystery shopping ou l'analyse de l'expérience client. Parce que cette expérience client, elle doit être en relative harmonie avec la belle histoire qu'on a racontée. Et on ne peut pas considérer que vendre l'excellence française, c'est uniquement c'est raconter des histoires. Il faut raconter des histoires et faire en sorte que ces histoires s'incarnent dans la réalité d'une expérience client sur le terrain. Moi, je suis particulièrement marqué, par exemple, quand je vais chez Pierre Hermé, je me rends compte qu'il y a en général une très très bonne cohérence entre la vision d'un génie de la pâtisserie qui invente au quotidien et qui fait des partenariats de haut niveau pour cela, et la réalité de ce qu'on voit à l'intérieur de la boutique. Quand je vais chez Dalloyau, qui pourtant a été l'inventeur de la haute pâtisserie en étant le pâtissier de Louis XIV à Versailles, et que je vais commander un opéra dans une boutique Dalloyau, la plupart du temps, j'ai l'impression que les gens qui sont devant moi ne savent pas que Dalloyau a inventé l'opéra, qui était la première pâtisserie rectangulaire, que l'histoire de Dalloyau, ça remonte à Louis XIV, et que Dalloyau était chez Condé et qu'il a été piqué à Condé par Louis XIV, et que quand il y a eu la Révolution française, eh bien, et que tous les nobles et Versailles ont disparu, il avait perdu son business, donc il a dû faire un repositionnement stratégique et il a inventé le restaurant. Il est parti vendre, il a créé le premier restaurant pratiquement à Paris pour servir à la nouvelle bourgeoisie qui était la seule clientèle possible, et il a réinventé le traiteur-restaurant à Paris, Dalloyau. Et aujourd'hui, quand on voit cette marque et quand on y va dans la boutique, à quel point on est loin d'être capable d'arriver à faire passer ce message-là, qui est le cœur du message de la marque, on se rend compte qu'il faut faire attention. Donc, deuxième élément hyper fort, au-delà de savoir d'où on vient, savoir ce qu'on veut raconter, projeter notre tradition dans une continuité, dans ce qui va se passer après-demain, c'est aussi ne pas oublier que le client, il voit quelque chose et qu'il voit un message qui est passé au travers des gens qui le servent, le service. Eh bien voilà, en tout cas, des messages pour la direction générale de Dalloyau qui sont bien. Par exemple, voilà, moi, je les aime bien, Dalloyau, mais on arrive, Jean-Charles, à la fin de notre masterclass. On a même assez largement débordé. Merci de cet entretien. On a parcouru avec toi finalement la vraie histoire et les vraies traditions, qui sont des traditions d'innovation, qui sont des traditions de bouleversement dans l'esprit français, dans son esprit conceptuel, qui aime challenger le statu quo. On a vu que finalement, à travers tous les efforts depuis le rapport Montebourg qui ont été faits par la France à l'étranger, on a retrouvé ce positionnement French Tech au sens général, au sens d'innovation. On est en train de le retrouver. Et puis, dans cette dernière partie, tu mets le doigt sur probablement ce qui est le plus important dans cet effort d'export, c'est l'excellence opérationnelle, c'est ne pas oublier le client, c'est être sûr que sur tous les touchpoints, cette expérience et cette expérience française, cette expérience de l'excellence française est parfaitement maîtrisée et parfaitement déroulée. Un immense merci, Jean-Charles. Alors, on a sélectionné quelques bonus, quelques idées bonus pour aller plus loin. Tout d'abord, un site, l'Excellence française, qui est le site du prix de l'excellence française qui est décerné tous les ans. Un petit clin d'œil aussi au gouvernement qui a mis sur le site de l'Élysée une boutique officielle, la boutique officielle de l'Élysée qui met en avant. Il y a la Légion d'honneur aussi, il y en a une. Il y a une société Charles d'Olive qui est derrière ces boutiques-là en général,
qui fait des produits magnifiques et qui a d'ailleurs réussi à relancer une petite boîte française qui faisait ça en allant aux États-Unis et en vendant ça à la Maison Blanche. Et c'est parce qu'il s'est relancé en faisant les produits de la Maison Blanche qu'il a réussi à rebondir et à faire en sorte que cette boîte existe encore. Et donc maintenant, grâce à lui, on a la boutique officielle de d'Élysée avec une gamme de produits, et dont certainement le slip français. Et puis l'histoire du classement des vins de Bordeaux dont tu parlais tout à l'heure, Oui. un livre que vous pouvez Jules retrouver. Markham, c'est quelqu'un de génial. Tu devrais l'inviter, il est fabuleux. Eh bien, écoute, avec plaisir pour une autre masterclass. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il nous reste encore quelques minutes avant les 45 minutes. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous pouvez poser vos questions directement sur l'interface de GoToWebinar sur la droite. Alors, Pablo, je te laisse regarder les questions Ouais, et bien nous sûr. les. On en a quelques-unes du coup. Alors la première, quelles sont selon vous les raisons pour lesquelles, malgré l'excellence française et toutes les initiatives, Team France, CCEF et autres, la balance export de la France est déficitaire et le reste, alors que l'Allemagne est excédentaire? Alors, Ça, c'est une question. alors là, je suis. C'est la question à 1 milliard d'euros. Alors honnêtement, tout ce qu'on fait, c'est pour compenser une perception qui est une perception très forte. Quand on compare la France et l'Allemagne, et quand on fait l'analyse de la perception, on se rend compte que sur, par exemple, l'automobile, l'électromécanique, etc., les Allemands sont perçus sur une échelle de 1 à 10, qui sont perçus à 8. C'est pour ça qu'ils peuvent se payer le luxe d'un marketing mondial avec une entreprise comme Volkswagen qui fait une publicité qui s'appelle Das Auto. Alors, nous, si on veut faire une publicité pour Renault, il faut faire de l'autodérision. Hein, ou que les Italiens, s'ils veulent faire ça, il faut qu'ils parlent du style à l'italienne plutôt que de parler de leur excellent moteur. Hein. Donc, il y a la résultante d'un travail qui a été fait au fil du temps. Alors, c'est très amusant ça. Il y a un message à faire passer aussi. C'est que quand on parle de made in, il faut savoir que le mot made in, le concept de made in, a été créé autour du Made in Germany. Il a été créé par la Chambre de commerce britannique à la fin du 19e siècle pour dire que les Allemands produisaient que des saletés et que c'était des rossignols qui n'avaient pas la qualité, etc. Alors, vous savez quoi? Chaque fois dans l'histoire qu'on a utilisé le Made in de manière négative, ça a été l'Allemagne, ça a été le Japon, et maintenant c'est la Chine, ça s'est retourné contre nous et c'est venu nous mordre. Le Made in est quelque chose qu'on ne peut utiliser que de manière positive. Si on utilise le Made in de manière négative, on s'autodétruit. Et on crée les conditions, la publicité, quelque part. Dans la tête, cette publicité négative devient une publicité positive qui s'imprime de manière extrêmement forte et qui devient un asset intangible du pays en question. Aujourd'hui, les pays qui sont en haut du classement mondial, c'est les pays qui ont été bâchés. Donc, moi, ma réponse aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de compenser un travail qui n'a pas été fait pendant 50 ans. Parce que le boulot qui a été fait jusqu'à présent, il a été essentiellement de forcer le trait sur des choses qu'on avait déjà, très bien, travailler sur le point fort, impeccable. Ensuite, d'essayer de compenser des choses sur lesquelles on était faible, ça c'est une grosse analyse, c'est ce que je vous disais, travailler sur l'accessibilité quand on essaie de vendre des vins de Bordeaux, c'est une ânerie absolue. Et donc là, on a gaspillé des années et des années d'efforts pour cela. Puis maintenant, on commence seulement, depuis quelques années, à essayer de travailler sur ce quoi on devait travailler, c'est-à-dire des points forts qui étaient relativement méconnus, sur lesquels on a une vraie légitimité. Question suivante, Pablo. La dernière question. Les produits français MeToo ne peuvent donc pas se vendre hors de France. Si nous ne vendons pas ces produits qu'en France, nous ne pouvons pas atteindre la performance. Que faire? Des produits français MeToo. Je veux dire des produits français qui ne sont pas des produits français ou des produits français qui ne sont pas des produits innovants? Oui, c'est sans doute des produits qui ne sont pas innovants. J'imagine que c'est ce que Alors, très honnêtement, il ne faut pas avoir peur de notre qualité. C'est pas parce qu'on est
pas l'innovateur sur un marché, qu'on ne va pas pouvoir le vendre. En fait, la qualité des produits français est en général reconnue comme étant au meilleur niveau international. En fait, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, si on n'est pas un innovateur, c'est de se raccrocher à un contexte d'innovation. C'est ça quand je parle de storytelling, c'est pas parce que vous êtes un produit comme un autre, c'est pas parce que vous êtes le numéro 3 sur un marché où il y en a 10 que vous ne pouvez pas à l'étranger faire valoir votre qualité, votre compétence, etc. Simplement, il faut essayer de légitimer cela en étant le plus malin possible et en essayant de vous parer des oripeaux qui sont qui peuvent vous amener à faire valoir ce savoir-faire et cette excellence française le mieux possible. Et puis derrière, il faut aller au combat et le présenter et utiliser cela. Et très honnêtement, quand on joue les règles du jeu sur le marché où on va, en général, quand on est français, on y arrive. Moi, mon expérience de voir des entreprises au Japon arriver, c'est que ceux qui ont fait ce qu'il fallait, qui ont fait le job, qui ont su investir pendant 5 ans et perdre de l'argent pendant 5 ans en mettant de la viande sur les rayons, en ayant quelqu'un sur place pour faire le job, qui parlait japonais, qui avait un bureau, etc., au bout de 5 ans, ils ont réussi à se créer un business récurrent. Ceux qui font que passer, etc., et qui ont peur d'investir, qui ont peur de perdre de l'argent, il vaut mieux pas qu'ils aillent sur un marché comme le marché japonais. Il faut respecter les règles du jeu. En respectant les règles du jeu, on y arrive. Et bien sûr, cette très belle conclusion, Jean-Charles, on va te remercier pour ce brillant témoignage. Histoire, fierté, innovation, expérience client, esprit positif, ancrage familial, savoir-faire, tous ces mots-clés que tu nous as déclinés, décrits, commentés. On a maintenant une meilleure perspective autour de ces trois grands axes, de ces trois grands leviers, du savoir-faire, de l'imagination à la française et puis de la surprise, du challenger, du statu quo que représente le français. Quand on veut y arriver à l'export et qu'on est français, c'est un succès. On y arrive. C'est possible. C'est possible. Un immense merci, Jean-Charles, pour cet entretien. Merci à toi, Roland, pour m'avoir invité. Eh bien, écoute, c'était un grand plaisir. Toute l'équipe d'Incentive et des masterclass de l'excellence commerciale vous souhaite d'excellentes vacances. On se retrouvera le jeudi 27 août. Regardez vos emails pour le prochain sujet sur lequel l'équipe est encore en train de travailler. Merci Jean-Charles, merci à tous, bonnes vacances et à très bientôt. Merci, et à bientôt à Paris sans doute.